une deuxième méthode de modulation à porteurs impulsionnels s'appelle la modulation d'impulsion en durée ou bien en largeur, donc la PDM ou bien la PWM, et ça consiste à faire varier la largeur des impulsions proportionnellement à l'amplitude du signal informatif. Donc tu commences par un échantillonnage avec maintien pour prélever la valeur du signal x de t aux instants d'échantillonnage, aux instants nt. Ensuite, de générer des impulsions dont la largeur est proportionnelle à la valeur prélevée, c'est-à-dire la valeur x de nt. Cette méthode de modulation a pour avantage d'avoir une amplitude constante, contrairement à la modulation PAM. Donc ce qui la rend moins vulnérable aux perturbations sur les canaux bruités. Le modulateur PDM peut être réalisé à l'aide du dispositif suivant. Donc ce dispositif comporte trois parties principales: un échantillonneur bloqueur, un générateur de signal en dents de scie, donc qui opère tous les deux au même rythme d'une horloge de période grand T, et un comparateur de signaux. L'échantillonneur bloqueur permet d'avoir un signal en escalier XH de T qui est comparé au signal en dents de scie à chaque période. Donc pour les grandes amplitudes, ça se traduit par des impulsions assez larges, et pour les basses amplitudes, la comparaison donne des impulsions à durée très courte. L'expression mathématique du signal PDM peut être écrite sous la forme de échelon de la différence entre le signal en escalier et le signal en dents de scie. Donc si cette différence est positive, on a 1. Si elle est négative, on a 0. Le signal informatif primaire peut être récupéré à partir d'un signal PDM par un simple filtrage passe-bas dont la fréquence de coupure est légèrement supérieure à Fmax. Fmax étant la fréquence maximale du signal. Donc ceci permettra d'avoir un signal dont l'amplitude varie en fonction de la largeur des impulsions du signal PDM, mais qui présente toujours une composante continue due à la nature unipolaire du signal PDM. Donc l'élimination de la composante continue permet de retrouver le signal informatif analogique x de t. La troisième modulation à porteuse impulsionnelle est la modulation d'impulsion en position, la PPM. Cette modulation consiste à générer des impulsions de largeur delta τ constante et d'amplitude constante également. Donc ce qui varie, c'est la position de ces impulsions par rapport aux instants d'échantillonnage. Donc cette position est proportionnelle à la valeur du signal échantillonné aux instants d'échantillonnage. Cette modulation, du fait que delta τ est très inférieur à grand T et que l'amplitude est constante et ce delta τ reste constant, ceci réduit la puissance du signal PPM. Donc ce qui fait qu'on a un gain énergétique considérable par rapport à la modulation PDM ou bien la modulation PAM. Pour la réalisation du modulateur PPM, un signal PPM peut être réalisé à partir d'un signal PDM qui est à l'entrée d'un générateur d'impulsion de largeur delta τ, c'est-à-dire un monostable, qui travaille sur les fronts descendants du signal PDM, et puisque la position temporelle de ces fronts descendants est proportionnelle à la valeur du signal échantillonné, donc ce qui donne des impulsions dont la position est également proportionnelle à la valeur de x aux instants d'échantillonnage. Donc cette position temporelle est toujours inférieure à grand T pour éviter toute interférence avec
les impulsions voisines, ou bien les symboles voisins. Pour ce qui est de l'expression mathématique du signal ppm, et si on considère que g de t est l'impulsion rectangulaire de largeur delta tau utilisée dans la modulation, le signal modulé est la sommation de g de t moins nt moins la position temporelle. Bien sûr, cette position doit toujours rester inférieure à grand T. La démodulation du signal ppm est basée sur la démodulation du signal pdm associé, c'est-à-dire un simple filtrage passe-bas. Donc il faut d'abord récupérer le signal pdm à partir du signal ppm, et ce grâce à une bascule bistable RS qui travaille sur les fronts montants du signal ppm à l'entrée R et le signal horloge à l'entrée S. Les fronts montants du signal horloge sont des fronts réguliers. Ils activent la mise en position 1 du signal PDM. Et les fronts montants du signal ppm sont des fronts qui sont variables en position et ils activent la remise à zéro du signal PDM. Donc en retrouvant le signal PDM, on peut effectuer bien sûr la démodulation PDM à base d'un filtrage passe-bas de fréquence de coupure légèrement supérieure à Fmax. Récapitulons à propos des modulations à porteuses impulsionnelles qu'on vient de voir. Pour la modulation PAM, elle présente une forte sensibilité au bruit, vu que l'information se cache dans la variation de l'amplitude. Par contre, la PAM offre la possibilité d'effectuer un multiplexage temporel, vu que les impulsions sont réguliers dans le temps et de largeur très fine. La PAM est une étape intermédiaire nécessaire pour d'autres modulations telles que la PDM, la PPM et la PCM. Quant aux modulations PDM et PPM, ces deux modulations présentent une forte immunité contre le bruit, vu que l'amplitude reste constante pour toutes les impulsions. Par contre, le multiplexage temporel devient difficile à réaliser, puisque toute la période grand T est occupée par une seule impulsion d'un seul échantillon. Donc en plus de ça, la modulation ppm présente une puissance constante, quelle que soit la variation du signal, vu que les impulsions ont toujours la même amplitude et la même largeur. Juste la position qui change. Donc, et vu que cette largeur est très inférieure à la période de grand T, donc cette puissance est assez faible par rapport aux deux autres modulations, la PAM et la PDM. L'inconvénient de la modulation ppm, c'est que ça nécessite une synchronisation parfaite au niveau du récepteur, vu que l'information se cache dans la position de l'impulsion. Donc une erreur sur la position d'une première impulsion peut engendrer une propagation d'erreurs sur les impulsions suivantes. On retrouve les modulations à porteuses impulsionnelles, surtout la PDM et la PPM, dans plusieurs champs d'application, principalement en transmission optique ou bien infrarouge, là où les impulsions modulées peuvent se traduire facilement par la présence ou l'absence de lumière. On les retrouve également dans les systèmes de régulation de tension, que ce soit la tension liée à une luminosité ou bien le contrôle de vitesse d'un moteur ou la température d'une carte mère, etc. Dans le domaine également de la télémétrie, télémétrie médicale, télémétrie marine ou sous-marine et automobile, etc. Dans certaines communications radiofréquences liées au contrôle à distance, par exemple d'avions, bien de voitures ou bien de missiles.
Et on les retrouve également dans les cartes à puce d'identification ou bien les cartes d'accès à distance qui utilisent les communications en champ proche, dites la NFC.